Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal hebdomadaire de la chaîne VNews. Voici les titres. Le 10 octobre 1954, la division 308 est venue prendre en charge la gestion de Hanoï. Cet événement marquait un jalon d'or dans l'œuvre de libération nationale et débutait le processus d'édification de la capitale d'un pays indépendant qui actuellement se développe de plus en plus. Hanoï, ville héroïque, ville de paix, continue de progresser fermement. La visite de travail au Vietnam du vice-président du Conseil des ministres de Cuba a contribué à approfondir les relations de coopération multiforme entre les deux pays. Ces dernières années, Hanoï a beaucoup investi dans le réseau routier et les transports en commun pour répondre à ce véritable casse-tête qu'est la saturation du trafic. À l'occasion du 58e anniversaire de la libération de la capitale, un reportage retrace ce développement. Hanoï a célébré le 58e anniversaire de sa libération le 10 octobre 1954. Diverses activités ont été organisées en l'honneur de cette journée historique. Une cérémonie visant à mettre à l'honneur de bonnes personnes, bonnes actions et des citoyens d'élite de la capitale en 2012 a eu lieu le 8 octobre à Hanoï à l'occasion de l'anniversaire de la ville. Au nom des dirigeants du parti et de l'État, Dinh Thế Huynh, membre du bureau politique, chef de la commission de propagande et d'éducation du comité central du parti, a fait l'éloge des réalisations ces derniers temps de la capitale et de ses plus de 1000 citoyens d'élite dans de nombreux domaines, avant de souligner que dans les temps qui viennent, Hanoï devrait multiplier ces exemples ainsi que renforcer la présentation des bons citoyens et bonnes actions. À cette occasion, Nguyen Thi Thao, président du comité populaire de Hanoï, a lancé le mouvement de bonnes personnes et bonnes actions pour l'année 2013. Par ailleurs, la campagne J'aime Hanoï a été lancée le 6 octobre par l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh de la capitale, avec la participation de près de 7000 Hanoïens, dont beaucoup de jeunes, afin de construire une ville plus civilisée et plus moderne. Cette campagne comprend diverses activités pour renforcer l'amour pour Hanoï des jeunes, de même que leur responsabilité dans son développement. Lors de la cérémonie de lancement, une série d'activités s'est déroulée, dont une marche autour du lac Thiên Quang, afin de collecter des fonds en faveur d'enfants démunis des communes de la banlieue de Hanoï. L'aide à la circulation dans des lieux sujets aux embouteillages, le ramassage de déchets sur la voie publique, le nettoyage de la route de la céramique sur la digue du fleuve Rouge. Le vice-président du Conseil des ministres de Cuba a effectué cette semaine une visite de travail au Vietnam, l'occasion pour les deux pays d'approfondir leurs relations de coopération multiforme et de partager des expériences dans leur processus de renouveau et d'édification nationale. Le vice-président du Conseil des ministres de Cuba, Marino Murillo Jorge, a été reçu le 9 octobre à Hanoï par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyễn Phú Trọng, qui a réaffirmé le soutien et la solidarité immuable du parti et du peuple vietnamien envers la lutte pour la juste cause du Parti communiste et du peuple cubain. Nguyễn Phú Trọng a qualifié la visite de mesures concrètes pour mettre en œuvre les accords signés par les hauts dirigeants des deux pays et partager des expériences pour promouvoir la coopération entre les deux partis et les deux pays. Pour sa part, Marino Murillo Jorge a exprimé son admiration devant les réalisations obtenues par le Vietnam dans son œuvre de renouveau, initiée et dirigée par le Parti communiste du Vietnam, les qualifiant d'expériences précieuses pour Cuba. Il a également souligné sa volonté de développer les relations de solidarité, d'amitié traditionnelle et de coopération intégrale entre les deux partis, les deux États et les deux peuples. Auparavant, lors d'une rencontre avec le vice-président Marino Murillo Jorge, le vice-premier ministre Nguyễn Xuân Phúc avait affirmé que le gouvernement vietnamien ferait tout son possible pour consolider et développer les relations de solidarité fraternelle, de coopération intégrale et de confiance mutuelle entre le Vietnam et Cuba. Le dirigeant cubain a aussi déclaré que son pays souhaitait être soutenu par le Vietnam dans le développement agricole, notamment la culture des plantes industrielles et vivrières, ainsi que sur les forums régionaux et internationaux. Dans son rapport sur les perspectives de développement de l'Asie en 2012, rendu public le 3 octobre, la Banque asiatique de développement
a estimé la croissance économique du Vietnam à 5,1% en 2012, puis à 5,7% en 2013. La Banque asiatique de développement envisage l'inflation de l'ordre de 7% ce quatrième trimestre et de 9,1% pour toute l'année, en deçà donc de ses précédentes prévisions en raison de la baisse des coûts des aliments et de la consommation domestique. Bien que la croissance prévue ne soit que de 5,1%, l'économie vietnamienne a tendance à se stabiliser progressivement. L'inflation est maîtrisée, le dong est plus stable et les réserves de devises sont plus importantes. L'essentiel est que le gouvernement ait montré sa détermination à appliquer les mesures de stabilisation de l'économie vietnamienne plutôt que de privilégier le seul taux de croissance. Après les mesures de maîtrise de l'inflation et de stabilisation de l'économie en 2011, le gouvernement vietnamien a légèrement assoupli ses politiques budgétaires et monétaires pour soutenir la croissance. Pour surmonter les défis qui attendent le pays, la Banque asiatique de développement a préconisé de régler le problème de créances douteuses du système bancaire national et de veiller à une capitalisation suffisante des banques vietnamiennes. D'abord, le gouvernement doit résoudre les problèmes du système bancaire. Sur le long terme, il doit accélérer la restructuration des entreprises publiques et la ventilation de l'investissement public. Un engagement crédible du gouvernement sur le parcours de ces réformes, avec des actions concrètes à terme, pourrait doper le crédit et améliorer la confiance du marché. La publication d'informations sur l'évolution des réformes conforterait le crédit dans la détermination du gouvernement à procéder à la restructuration de l'économie vietnamienne. La fête de Lam Kinh, la plus grande fête de la province de Thanh Hóa au centre et aussi l'une des plus importantes fêtes du Vietnam, s'est déroulée du 6 au 8 octobre dans la zone des vestiges historiques du même nom, au district de Thọ Xuân, Tây Nha Tan de Lê Thái Tổ, roi fondateur de la dynastie de Lê postérieure 1428-1527. Cette festivité a rendu hommage pendant 3 jours à 3 événements historiques importants. Ce sont le 594e anniversaire de l'insurrection de Lam Sơn, le 584e anniversaire de l'avènement de l'Ê Lợi, héros national, fondateur d'une des plus longues dynasties de l'histoire vietnamienne, et le 579e anniversaire de sa mort. Dans le cadre de cette fête, ont eu lieu de reconstitution de moments historiques, comme l'insurrection de Lam Sơn, la montée sur le trône de l'empereur Lê et d'autres événements importants qui ont fait date dans le processus d'édification et de défense du pays. La cérémonie d'offrande d'encens, suivant le rite traditionnel sous la dynastie de Lê postérieure, a été organisée afin d'éduquer les jeunes générations aux traditions patriotiques et à l'esprit de grande union nationale dans l'œuvre de défense et d'édification de la patrie. Les visiteurs ont aussi participé à des jeux populaires, à une soirée culturelle des ethnies, visité une exposition d'objets, de photos et de livres sur l'insurrection de Lam Sơn, assisté à des représentations artistiques. Une bonne occasion de valoriser les traditions historiques, de présenter l'image de cette province comme de ses habitants, ainsi que ses potentiels économiques auprès des amis internationaux, afin de faire de cette fête un événement touristique incontournable. Après les stands des docteurs au temple de la littérature de Hanoï et des tablettes de bois de la dynastie des Nguyễn, les tablettes de bois de la secte bouddhique Trúc Lâm de la Bagotte de Vĩnh Nghiêm ont été inscrites au registre Mémoire du monde. La province de Bắc Giang au nord a reçu le 6 octobre le certificat de reconnaissance des tablettes de bois de la Bagotte de Vĩnh Nghiêm en tant que patrimoine documentaire mondial de la région Asie-Pacifique. Au nombre de 3500 regroupés en 9 livres, cet ensemble de tablettes de bois écrites en Han chinois, comme en Nom, écriture démotique vietnamienne, était utilisé pour imprimer les sutras de la secte bouddhique Trúc Lâm. Il s'agit d'un trésor inestimable sur le plan de l'histoire du bouddhisme vietnamien et de sa liturgie, mais aussi sur les sciences, la philosophie, la sociologie et la linguistique, et ce à travers plusieurs périodes allant du XVIIe au XIXe siècle. 2 nouvelles cavernes ont été récemment découvertes au parc national de Phong Nha Kẻ Bàng, dans la province de Quảng Bình, au centre. C'est le fruit d'une nouvelle campagne d'exploration du groupe de spéléologues du Centre de tourisme culturel et écologique du parc national de Phong Nha Kẻ Bàng. La première caverne, baptisée Suen Sơn Ho, littéralement caverne traversant la montagne, fait 70 mètres carrés, et la deuxième, plus de 300 mètres carrés.
Distantes d'environ 500 mètres, elles font partie maintenant d'un circuit touristique intitulé Découverte des profondeurs mystérieuses de la grotte de Phongha, long de 1,5 km. La découverte de ces cavernes est synonyme de nouveaux records pour le parc national de Phongha Kebang, avec notamment celui du plus grand nombre de grottes. Depuis le 1er octobre, le parc national a organisé un circuit touristique à Suyen Sun Ho, ainsi qu'un concours pour baptiser la deuxième caverne. Ce circuit contribuera à diversifier l'offre touristique de ce parc national, notamment à l'occasion du 10e anniversaire de sa reconnaissance en tant que patrimoine naturel du monde par l'UNESCO et de la fête des grottes de Quang Binh en 2013. Ces dernières années, la capitale a lancé de nombreuses mesures susceptibles de lutte contre les embouteillages chroniques, parmi lesquels les investissements dans les infrastructures de communication ont aidé à désengorger le trafic aux heures de pointe. En proie à des problèmes croissants d'embouteillage, la capitale vietnamienne a fait d'énormes efforts pour résoudre cette situation. Ces dernières années, les investissements dans la construction d'infrastructures de communication ont permis d'améliorer notamment la fluidité de la circulation et de réduire les embouteillages. J'emprunte souvent cette rue. Autrefois, avant la construction de cette voie aérienne, les embouteillages étaient monnaie courante. Maintenant, le trafic est très fluide, ce qui permet aux voitures et motos de circuler facilement. Cette voie aérienne n'est qu'un début pour éviter un rouleau d'étranglement dans les rues au moment les plus chargés de la journée. D'autres seront construites aux intersections Lê Văn Lương Làng Hạ et Nguyễn Chí Thanh Làng. Sur le papier, cette voie aérienne, la plus grande à l'intérieur de la capitale, devra être construite en 300 jours, soit 10 mois. Cependant, on s'efforce de presser le pas. Dès la mise en chantier du projet, notre compagnie générale a mobilisé de grands moyens pour l'achever 1 à 1 mois et demi avant la date prévue par le contrat. C'est-à-dire que son ouverture au trafic devrait avoir lieu fin décembre 2012. Mais le temps presse. Dans tous les cas, les enjeux sont de consolider la productivité économique, de préserver l'environnement et de répondre aux attentes sociales. L'adjudicataire a redoublé d'efforts pour déployer les travaux. Nous nous efforçons d'achever des projets comme la construction de la voie aérienne Lê Văn Lương 10 ou 15 jours avant le délai fixé à 6 mois. Une fois mis en service, ces projets contribueront considérablement à désengorger le trafic. Les travaux s'accélèrent aussi pour d'autres projets d'envergure, de la voie aérienne du périphérique 3 reliant Pháp Vân à Mỹ Đình. C'est le seul ouvrage du pays dont l'inauguration est avancée d'un an avant terme. Jusqu'à présent, 96% des travaux ont été achevés. Cette voie aérienne sera ouverte au trafic le 21 octobre, contribuant à réduire les embouteillages sur l'axe de Thanh Trì à l'aéroport de Nội Bài, après l'ouverture au trafic du pont de Thanh Trì. Hanoï a avancé des objectifs concrets d'ici à 2015 afin de diminuer 27 points noirs de congestion et 40% du temps sur les autres routes embouteillées. Jusqu'en 2050, la capitale construira son deuxième aéroport international, 8 lignes de chemin de fer urbain et 9 lignes de bus. Chaque mètre carré de route est précieux pour la mobilité urbaine. Chaque action dans l'organisation de la circulation, l'installation des feux de signalisation, l'élargissement des nœuds de communication apporte des effets positifs. On souhaite que dans les temps à venir, plusieurs projets seront mis en service. La construction et le développement des infrastructures de communication de manière moderne, synchrone et durable revêtent une signification importante pour le développement de Hanoï et du Vietnam. Notamment, les ouvrages de communication qui sont achevés en 2012 aidera Hanoï à réaliser le plus tôt possible l'objectif de construction d'une capitale moderne et civilisée d'un pays de plus de 100 millions d'habitants. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la semaine prochaine.